Voilà, on avait parlé de tout avec nos enfants et on n'avait jamais parlé du risque suicidaire. Donc, d'oser aborder ce sujet même quand les enfants vont bien. Et il vaut mieux avoir réfléchi avant à qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là et qui est-ce qu'on peut appeler. Il ne faut absolument pas minimiser la souffrance de son enfant. On a tendance à dire « mais c'est rien, ça va passer ». T'as tout pour être heureux, heureuse. On referme une porte qui venait de s'ouvrir. La souffrance de ces personnes, elle est énorme et ne pas la minimiser. Donc il faut faire très attention à ces signaux faibles, ce que nous, on a été incapables de faire. Prendre ça très au sérieux et il faut donner des ressources à l'enfant ou à la personne avec qui on parle. Ça peut être un psychologue, il vaudrait mieux que ce soit un psychiatre. Ça peut être d'aller parler à un ami, à un membre de sa famille, appeler le 3114, aller voir un professionnel spécialisé, mais surtout ne pas rester seul. Et je sais que c'est difficile à entendre pour des gens qui sont en plein milieu d'une crise suicidaire, mais le suicide n'est pas la seule solution. Mais il faut se faire aider, il ne faut pas rester seul. Et vous pouvez aussi appeler le 3114 si vous vous inquiétez pour un proche. Et il ne faut vraiment pas hésiter, il y a des professionnels qui sont là pour orienter, pour aider, pour écouter. Et ne pas hésiter à poser la question, est-ce que tu as déjà pensé à mettre fin à ta vie ? Juste cette question-là, elle peut apaiser, ouvrir le dialogue. Mais aujourd'hui, les conséquences persistent après cette crise sanitaire. On estime que le nombre de passages aux urgences pour tentatives de suicide a augmenté quasiment de 30%. Enfin, c'est quelque chose qui est énorme. Et le nombre d'hospitalisations pour tentatives de suicide, depuis la crise sanitaire, en fonction du lieu d'hospitalisation, mais ça peut être entre 70 et plus de 100% d'augmentation. Ce qui est intéressant, c'est que cette augmentation, elle concerne pas tout le monde, elle est assez élective. Et elle concerne surtout les jeunes filles entre 11 et 17 ans, assez peu les jeunes garçons. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est une caractéristique classique de l'épidémiologie des tentatives de suicide, mais qui a encore augmenté là avec la crise sanitaire. Alors ceci dit, cet effet Covid, il commence à toucher un peu tout le monde. Il a commencé évidemment à toucher plutôt les jeunes. La situation était déjà difficile pour eux, mais en fait toutes les tranches d'âge maintenant sont affectées par une sorte d'effet Covid retardé. Ce qui est probablement intéressant de regarder, c'est cet effet de déliaison sociale que la crise sanitaire a pu générer. C'était un phénomène qu'on observait déjà dans beaucoup de sociétés occidentales liées à nos modèles de construction sociale post-industrielle, essentiellement libérales et assez individualistes. Probablement, il y a eu un effet d'accélération. Initialement, probablement de resserrement du lien social parce qu'il a fallu faire face, mais progressivement, à l'issue de cette crise sanitaire, de déliaison. Or, on sait que la rupture du lien social est un déterminant très important pour les crises suicidaires. De plus en plus d'études s'alertent du sentiment d'isolement ou de solitude des jeunes aujourd'hui. En réalité, c'est même plutôt l'inverse. Poser à quelqu'un la question des idées suicidaires ne provoquera jamais chez lui d'idées suicidaires et ne provoquera jamais de passage à l'acte. Et au contraire, en général, les personnes se sentent plutôt soulagées de pouvoir enfin en parler. Et à l'échelle de la population, et notamment des médias, parler du suicide ne provoque pas de passage à l'acte si on en parle bien. C'est très important d'en parler parce que c'est la seule manière de diminuer cette culpabilité et cette honte chez les personnes qui en souffrent. Mais il ne faut pas en parler n'importe comment parce qu'on sait aussi que parler du suicide de manière inappropriée dans les médias, surtout s'il s'agit de traiter de faits divers en lien avec le suicide par exemple d'une célébrité, peut entraîner des passages à l'acte. Dès lors qu'on est un peu prudent, il est tout à fait possible de parler du suicide, même d'une manière qui prévient les passages à l'acte. C'est ce qu'on appelle l'effet Papageno, et ça marche. Pour vous, il existe un tabou en France, et si oui, quels impacts ils peuvent avoir, notamment en termes de prévention et en termes de connaissances? Je pense au grand public qui peut-être ne connaît pas les chiffres que vous avez donnés, ne connaît pas non plus les mécanismes du suicide que vous avez également donnés avec les facteurs de risque, les facteurs de protection, etc. Le tabou existe depuis longtemps et continue à exister, il n'y a aucun doute. Il a pris des formes différentes. Le tabou finalement a deux définitions. Il y a une définition
religieuses. Et il y a une définition, tout ce qui est gardé sous silence par crainte, par peur. Le tabou religieux, il a longtemps existé, il a longtemps pesé en France. On n'a pas le droit de se suicider, ne possède pas son corps. C'est aussi mettre en doute la miséricorde de Dieu. Le suicide a été décriminalisé à la Révolution française, mais il y a encore beaucoup de pays dans le monde où le suicide est un acte criminel condamnable. Et là, c'est le meilleur moyen de ne pas faire de la prévention du suicide. C'est trop dangereux de dire qu'on a des idées suicidaires. Trop dangereux de dire qu'on a fait une tentative de suicide. On risque de finir en prison. En France, c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, même s'il reste encore très important pour certaines personnes qui sont très religieuses. Je pense notamment aux chrétiens, et aussi aux musulmans, où il y a un interdit du suicide qui peut être très fort et qui peut compliquer la communication d'idées suicidaires, la recherche d'aide, etc. Le deuxième tabou, c'est le silence, qui pèse sur le suicide.